Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la première vidéo de cette chaîne YouTube. Et pour l'occasion, je vous emmène avec moi interviewer une personne au parcours assez extraordinaire, comme vous avez pu le comprendre. Et je vous en dis pas plus parce que dans quelques minutes j'ai un train qui m'attend, donc je vous emmène avec moi. Allez, c'est parti! Bonjour, donc je m'appelle Bachir Farahmand, je viens d'Afghanistan, je suis afghan. Je suis marié, j'ai 36 ans. Donc, je suis en France depuis septembre 2019. Donc, je suis venu en France dans le but de faire mes études. Donc, j'ai fait mes études à l'université d'Artois et j'ai eu mon diplôme Master 2 au mois de septembre 2021. Alors, j'ai fait mes études secondaires, on va dire, j'ai fait mes études le lycée, le bac général, et puis mon diplôme de licence au bac plus 3, j'ai eu en Afghanistan. Donc ensuite, je suis venu en France dans un programme qui s'appelle BGF, ça veut dire Bourse de gouvernement français. Donc j'ai eu une bourse d'études, et puis voilà, donc par la suite, je suis arrivé en France pour faire mes études master. C'est après pour devenir professeur de français, enseignant de français, et puis enseigner le français un peu à l'étranger. Depuis que j'ai commencé le travail, d'abord en tant que travailleur social, j'aidais toujours les étrangers, parce que là où je travaillais avant, donc je suivais globalement donc des personnes, on va dire, en situation irrégulier. Et ensuite, là, actuellement, donc, j'enseigne le français pour également encore pour l'étranger qui vient s'installer en France, quelle que soit leur démarche, réunification, regroupement familial ou autre démarche. Donc c'est vraiment on les appelle des stagiaires des stagiaires qui ont un niveau très bas en français, donc ils passent d'abord un test à l'OFI, donc l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et puis c'est l'OFI qui prescrit le nombre d'heures, combien d'heures pour qui, et suite à cette prescription, donc nous on les reçoit dans notre centre, et puis voilà, donc ils vont continuer et apprendre le français chez nous. C'est mon parcours professionnel, parce que même avant que j'arrive en France, j'étais en quelque sorte, on va dire, prof de français là-bas, en Afghanistan. Donc c'était, on va dire, c'est mon parcours professionnel depuis l'Afghanistan. Le fait d'apprendre le français, c'est, je pense, qu'une des étapes pour moi le plus important. Parce que si on arrive à parler le français, donc ensuite, par la suite, on arrive à régler d'autres problèmes. Mais si on ne parle pas français, on va dire qu'on est comme qu'on est comme une personne, on va dire aveugle, qui ne peut pas trop bouger, on va dire, dans sa vie. Vraiment, on est bloqué. Et surtout qu'en France, il y a beaucoup de choses à faire, des démarches administratives. Donc, Même pour comprendre les démarches, il faut voilà, donc il avoir faut une langue. avoir déjà une base de la langue. Sinon, on n'arrive jamais. Sinon, on est toujours dépendant des assistants sociaux, on va dire, et on n'est jamais autonome quoi dans la vie. Je donnais des cours de français là-bas, et actuellement donc j'enseigne le français. Je pense que je suis très motivé là-dessus, et que si je peux, je vais continuer, je pense, ce travail-là. Et en plus que j'ai un peu des gens qui ont besoin euh, d'un peu de, on va dire, un coup de main dans leur vie, ça me fait vraiment plaisir. Alors à la base, suite à la fin de mes études, je voulais retourner en Afghanistan. Sauf que avant que je termine mes études, la situation s'est dégradée en Afghanistan, donc le régime est changé, il y a les talibans qui sont arrivés au pouvoir. Je n'ai pas pu retourner chez moi. J'ai fait donc une demande d'asile, et actuellement donc je suis réfugié en France, et donc j'ai un titre de séjour résident de 10 ans. Au début, j'ai commencé à travailler en tant que travailleur social au sein de l'association Qualia.
dans une centre d'accueil, dans un centre d'hébergement urgent. Et actuellement, depuis début 2024, donc je suis formateur linguistique SJTOFI, donc j'enseigne le français voilà, aux étrangers qui arrivent et qui s'installent en France pour la première fois. Bon, suite à la fin de mes études, on va dire, l'un des difficultés, c'est qu'en fait, vous faites des demandes d'asile, c'est là que les difficultés ça commence, parce que vous n'avez plus de logement, vous n'avez plus de, on va dire, allocation pendant un moment. Et puis, on va dire, vous êtes seul, sans famille, tout ça, ou loin de la famille. Mais pour moi, heureusement, comme je parlais déjà français, donc ce n'était pas trop difficile non plus parce que je me suis adapté, je me suis intégré, on va dire, dans la société parce que suite à la fin de mes études, tout de suite j'ai trouvé un travail CDD et puis par la suite j'ai eu des avenants et CDI. Bon, déjà il y a donc actuellement je suis plus seul donc parce qu'il y a ma femme qui est arrivée au mois de juillet 2021. Donc, il est arrivé avec un programme spécial qui a été mis en route par l'ambassade de France juste avant que les talibans arrivent, on va dire, au pouvoir et qu'ils prennent, on va dire, Kaboul. Donc, il a été, on va dire, expatrié, on va dire, en quelque sorte. Voilà. Donc, c'était pas facile non plus pour nous ici en France et ni pour la famille. Mais en tout cas, donc, on est obligé de comme on dit, accepter ce choix difficile. Ma famille aimerait bien me rejoindre, mais malheureusement, il y a beaucoup de difficultés. Déjà, les invités, c'est pas facile. Donc, malheureusement, je peux rien faire, on va dire. Je peux rien faire pour eux. Alors déjà, c'est pas facile d'avoir un passeport. Déjà, c'est pas facile de sortir de pays. Donc, il y a plusieurs étapes à passer avant de sortir du pays, on va dire. Le problème, c'est que voilà, donc une femme ne peut pas sortir de chez elle, alors que sortir de pays, c'est encore pire. Non. Déjà, ils n'ont pas de choix, donc ils doivent vivre avec, on va dire, ce problème-là, parce que actuellement, ils peuvent pas sortir, ou au moins, alors s'ils sortent, ils doivent porter déjà ce qu'on appelle un burqa, ou une voile vraiment, qu'on ne dit pas intégrale, alors que où ils peuvent plus sortir seuls, alors qu'avant, même dans les villages, et des familles sortaient, ils allaient dans les fermes, tout ça. Maintenant, il faut qu'ils sortent avec au moins un homme ou quelqu'un, on va dire, de genre masculin avec eux, quoi. Mais c'est vraiment, la vie est devenue très difficile. Je pense que on est parti vraiment, malheureusement, plus qu'avant le Moyen-Âge, on va dire. Parce que les lois qu'on applique, les extrémistes là-bas, c'est, imagine, ils ont maintenant, il y a il y a la lapidation, tout ça, c'est autorisé. Ils le font déjà au public, la torture, surtout pour un homme ou une femme qui ont, on va dire, une relation avant le mariage, tout ça, c'est très difficile parce qu'on va les lapider ou on va les torturer, mettre en prison, tout ça. Maintenant, c'est ou bien surtout pour dans les cas des vols, tout ça, il allait même jusqu'à couper les membres. Pour les vols. Voilà, surtout pour les voleurs, de couper une main ou un pied. Là, c'est très radical. Vraiment, c'est très radical et très, c'est inacceptable, on va dire, de nos jours. Alors au début, c'est vrai que c'était très difficile, juste au moment où j'entendais l'arrivée des talibans au pouvoir, tout ça. J'étais encore étudiant, j'ai pas encore fait ma soutenance à l'université, du coup, ça m'a vraiment beaucoup traumatisé. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté de rédiger mon mémoire parce que, enfin, je me sentais pas bien, parce que ma tête, on va dire, était ailleurs. Donc, c'était vraiment très difficile. Mais au fur et à mesure, grâce à l'aide des amis, tout ça, des connaissances, des entourages français, donc ils m'ont encouragé. Finalement, j'ai pu sortir, on va dire, de ce problème-là et
j'ai fait ma soutenance aussi, donc en même temps dans la même année finalement. Alors juste, je me permets d'arrêter la vidéo puisque en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait besoin de contexte en fait pour la suite et mieux comprendre en fait tout simplement ce dont on va traiter au fur et à mesure de ce témoignage. Tout d'abord, on a eu la République d'Afghanistan qui s'est soldée par la mort du président Daoud Khan, qui a été tué par un coup d'État pro-soviétique. Par la suite, on a eu du coup la République démocratique et l'invasion soviétique dans un contexte de guerre froide qui opposait donc les États-Unis et l'URSS et donc qui se battaient pour avoir le territoire et étendre leurs idéologies. Ensuite, on a eu du coup les guerres civiles et le pouvoir taliban qui s'est installé progressivement, puisque en 1989, elle a démarré en fait avec le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan et en fait du coup ça a opposé les communistes afghans d'une part, les moudjahidines d'autre part. En fait, ça s'est notamment renforcé en 1992 et en 1996, les talibans ont pris le contrôle de Kaboul, soit du coup presque la totalité du pays puisque c'est la capitale. Et les groupes armés moudjahidins, ils ont décidé de s'unir pour former l'Alliance du Nord pour combattre les talibans. Et ensuite, du coup, on a eu la chute et le retour des talibans, puisqu'en 2001, le régime taliban s'effondre et on a eu du coup la mise au pouvoir de Hamid Karzai, donc poussé par une coalition menée par les États-Unis. Et en fait, le but c'était de rétablir l'ordre avec le soutien militaire des troupes de la coalition. Et en fait, du coup, le 13 juin, la Loya Jirga, donc la Grande Assemblée en français, elle a élu officiellement Hamid Karzai comme chef du pouvoir exécutif pour un mandat de 2 ans. Et dès 2003, il y a aussi eu l'OTAN, sous mandat du coup de l'ONU jusqu'en 2005, qui a pris officiellement le commandement de l'International Security Assistance Force, donc l'ISAF, qui a notamment été très controversé au fur et à mesure des années. En fait, dans ce contexte, il y a vraiment eu un vote des femmes à Kaboul qui a eu lieu lors de l'élection présidentielle du 9 octobre 2004, puisque Hamid Karzai a été élu officiellement le 3 novembre, malgré quelques problèmes démocratiques. Donc il y a un nouveau gouvernement qui forme du coup 27 ministres, et du coup en 2005, donc les élections législatives qui ont suivi, c'est 12,5 millions d'Afghans qui ont pu voter, donc ce qui montre quand même des progrès dans le pays. Du coup, c'est un climat d'enthousiasme puisque c'est vraiment exceptionnel pour les Afghans de pouvoir voter et surtout pour les femmes. Ces élections, elles sont également du coup les premières où les femmes elles peuvent siéger au Parlement et la Constitution leur réservait d'ailleurs des places. Donc on parle de 565 femmes candidates et 25% des sièges du Parlement, avec 30% de ceux de conseils municipaux qui leur sont réservés du coup. Mais en octobre 2004, la capitale Kaboul, c'est le seul endroit finalement où le Hamid Karzai gouverne en fait, puisque dans le reste du pays, les chefs de guerre, donc issus soit de l'Alliance du Nord ou encore les talibans, ils font tout pour conserver leur pouvoir et notamment commettre des attentats contre le gouvernement pour l'affaiblir. On parle notamment de violences contre les policiers. Il y a eu 6 policiers décapités en 2005 par des rebelles talibans. Et donc du coup, il y a vraiment beaucoup de doutes sur vraiment les réels impacts sur la vie politique afghane, dans la mesure où il y a beaucoup encore d'imperfections dans le système électoral, notamment pour toutes ces raisons-là. Et il y a aussi un problème aussi lié au fait que il y a certains bureaux de vote de certaines provinces qui sont fermés, donc ce qui montre que la réalité démocratique elle est affaiblie. Mais la plus grosse rupture et vraiment la date clé à retenir, c'est le 15 août 2021, puisque les talibans ont pris 228 districts au gouvernement afghan, du coup qui finit par s'effondrer. Et du coup, Kaboul chute le 15 août 2021, et le président afghan, donc Ashraf Ghani, qui était élu en 2014 et réélu en 2020, il s'enfuit et il déclare que les talibans ont gagné la guerre, alors que, et du coup dans le même temps, les Américains ont aussi quitté le pays dans une opération très confuse. L'ISAF, du coup, que j'ai mentionné tout à l'heure, il se retire après 13 années d'intervention militaire. Et du coup, le nouveau gouvernement taliban, il opprime plus particulièrement les femmes et les personnes LGBT, dans un contexte de multiplication des attentats de l'État islamique dans le pays, et dans le même temps un blocus diplomatique et économique, par exemple la suspension de l'aide du FMI. Le pays plonge dans un marasme économique et sanitaire sans précédent. Et aujourd'hui, l'ONU parle d'un apartheid de genre, dans la mesure où les femmes elles sont progressivement écartées de l'espace public, on leur interdit de travailler pour les ONG, on leur interdit d'accéder à l'enseignement secondaire et supérieur. Donc ils imposent strictement et de manière sectaire les lois de la charia. Le chef suprême des talibans, donc le mollah qui est assez discret, Aibatullah Akhundzada, il appelle à une stricte application de la loi islamique, donc ce qui implique de recourir à des lapidations
des châtiments corporels, des exécutions publiques, bref, la liste est longue. Et en fait, on a un retour des atrocités qui avaient lieu dans les années 96-2001, dans les guerres civiles précédentes. Et très récemment, on a aussi entendu parler le fait que le ministère du Vice et de la Vertu, le 26 octobre, a promulgué une loi qui interdit même aux femmes de discuter entre elles, puisqu'elles n'ont plus le droit d'entendre la voix d'une autre, en fait, tout simplement. Et du coup, l'ONU parle d'un climat de peur et d'intimidation qui révèle un projet politique vraiment fondé sur l'oppression des femmes, leur mise sous tutelle et leur effacement de la société. Donc, ce qui anéantit tous les progrès qui avaient été pourtant bah, rassemblés dans les républiques précédentes. Ce pays est devenu du coup le pays le plus dangereux au monde en 2023. Et à ce jour, Reporters sans frontières dénonce notamment le fait qu'il y a encore 4 journalistes qui sont incarcérés par les talibans, par la Direction Générale du Renseignement, donc la GDI, qui continue d'arrêter et de détenir arbitrairement des journalistes qui tentent de montrer ce qui se passe dans le pays. Et selon les estimations d'Organisation des Nations Unies, le nombre de personnes qui ont besoin d'aide est de près de 29 millions en août 2023. L'OMS a alerté sur le fait que des millions de personnes risquaient de souffrir de malnutrition et de maladies. Donc là, on parle de 2,3 millions d'enfants qui sont menacés d'insécurité alimentaire aiguë. Et du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va dire pendant 20 ans, nous, il y avait donc le régime République islamique, on avait quand même la démocratie, il y avait l'élection présidentielle, parlementaire, il y avait quand même, on avait comment dire, un peu de liberté. Il y avait liberté d'expression, un peu liberté de croire, pareil. On avait plein de chaînes télé, radio, tout ça. Bah, il y avait vraiment des progressions au niveau de la liberté, des droits de l'homme, tout ça. Mais bon, maintenant tout est parti à zéro, quoi. Tout ce qu'on a construit, les Américains ou de manière générale les pays occidentaux, bah, tout est en fait parti à zéro maintenant. Actuellement, la restriction, c'est pas que pour les femmes, mais ça peut être pour les hommes et pour les femmes. Mais pour les femmes, c'est plus, on va dire, plus. Les talibans, on va dire, ont effacé, on va dire, complètement les femmes d'une société. Imagine, les femmes n'ont plus le droit d'aller à l'école, au lycée, à l'université, aller au travail, même sortir dans les parcs avec les familles, tout ça. Donc, vraiment, on les a, on va dire, effacés ou supprimés. Et récemment, ils ont promulgué une loi, on va dire, que même la loi des femmes, c'est interdit. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus même parler à voix haute ou chanter autre chose. Donc ça veut dire que c'est vraiment comme on dit, une apatrie de genre. Je suis les informations de ce qui se passe chez moi dans le pays. Donc ils allaient même interdire les chaînes privées et les chaînes de télé privées et même la chaîne publique, ce qui est la télévision nationale afghane. Je pense qu'on va là aussi fermer complètement. Alors la question de fuite des Afghans, ça c'est quelque chose qui, on va dire, n'est pas arrêté malgré le passage de 3 ans au pouvoir des talibans. Ça continue, on va dire. Hein. Là, si on regarde dans les journaux internationaux, récemment on a eu un accident, on va dire, dans la frontière d'Iran. Ce que j'ai vu dans les journaux, qu'il y a eu plus de 200 morts afghans. Donc ça veut dire que mais maintenant, il y a des gens qui fuient, on va dire, qui s'enfuient. Pourquoi? Parce que soit ils ont peur des talibans, soit au niveau de l'économie du travail, il y a rien, on va dire. On n'a plus de loi. Donc, parce que si on compare par rapport avant, donc on avait la Constitution, on avait quand même des lois, droit civil, droit pénal, tout ça. Mais maintenant, actuellement, il n'y a qu'une seule loi, c'est le charia. Donc, il applique ça. Donc, vraiment, ils n'ont pas de loi. Et en plus, au niveau des hiérarchies, en fait, on ne connaît pas qui est vraiment le leader, qui est vraiment le procureur, qui est vraiment le ministère, qui est vraiment le soldat. Parce que c'est un peu énorme, mais vague. Tu vois, même un soldat peut tuer un civil, quelqu'un. Personne n'a le droit de lui demander pourquoi il a fait ça. Parce qu'il se prend comme un leader, il se prend comme un des leurs chefs. C'est ça qui est le problème aussi. Parce qu'en fait, dans les hiérarchies, on ne connaît pas vraiment qui a le droit de faire quoi. Donc n'importe qui peut faire n'importe quoi dans le pays. On va dire c'est devenu comme un peu la jungle.
Ouais. C'est comme une jungle. Alors, déjà, depuis leur début de présence, il y avait la guerre continuée, quoi, parce que il y avait toujours la guerre, on va dire, jusqu'à le jour où ils sont sortis, il y avait déjà la guerre, donc. Mais au moins, dans les grandes villes, dans les centres des régions, on avait quand même un peu de sécurité, quoi. Après, il y avait donc tout était ouvert, les universités, l'école, lycée, pour les hommes et les femmes, les filles et les garçons, voilà. Donc, bon, les Américains, ils sont sortis suite à leur signature d'accord de la paix avec les talibans au Qatar. Donc, ils savaient déjà que la situation n'est pas stable s'ils sortent du pays, mais quand même, ils ont laissé l'Afghanistan, on va dire, dans les mains des talibans. Et d'ailleurs, les Américains, on va dire, ils ont un lien fort avec les talibans. Je peux très bien dire ce que j'entends. Alors, quand je suis pas là-bas, mais ce que j'entends, c'est que les Américains, ils soutiennent financièrement les talibans. C'est qu'ils aident chaque mois, je sais pas, des millions de dollars pour l'État ou pour le gouvernement des talibans. C'est ce que je condamne cet acte, on va dire, parce qu'en fait, ils ont lutté, on va dire, pendant 20 ans contre le terrorisme, et maintenant ils ont laissé un pays dans les mains des terroristes, et ils aident, on va dire, financièrement un groupe terroriste qui est au pouvoir en Afghanistan. Personnellement, je trouve que la communauté internationale a oublié l'Afghanistan. Parce que par rapport à ce qui se passe, surtout pour les femmes, je pense qu'on doit entendre leur voix, on doit les défendre. Mais malheureusement, en voyant ce qui se passe actuellement, on les a complètement laissés seuls, surtout les femmes. Donc, alors la situation s'est un petit peu dégradée, on va dire pour les hommes aussi, parce que les hommes aussi ont perdu certaines libertés. Tu vois, bon, par exemple, ils ont maintenant interdit de raser les barbes dans la majorité des régions. Donc, les jeunes garçons, ils peuvent plus raser leur barbe ou ils peuvent plus se coiffer, tu vois, comme ils veulent maintenant, parce que tout est interdit. Alors, je dis pas qu'à 100%, mais la majorité des Afghans, quand même, refusent l'idée d'être gouverné ou d'avoir au pouvoir les talibans. Je suis pas très, comme on dit, optimiste pour les prochaines années ou pour les jours qui arrivent par rapport à ce qui se passe avec les Afghans en ce moment. Parce que c'est ce qu'on disait, on va parfois entendre des médias occidentaux aussi qui parlent, oui, mais les talibans ont changé, surtout les Américains, disent que les talibans ont changé, mais moi, en tant qu'un Afghan, en tant que quelqu'un qui suit bien ce qui se passe exactement en Afghanistan, en fait, les talibans, ils n'ont pas changé par rapport à leur premier arrivée au pouvoir, mais au contraire, ils sont devenus plus encore extrémistes et plus radicaux. Donc, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'avancement, surtout au niveau des droits des femmes. Moi, je vois pas qu'il y aura des changements. Jusqu'à présent, je pense que ils n'ont rien fait à part publier certains reportages sur la situation des femmes, etc. Mais on va dire essentiellement, ils n'ont rien fait, on va dire. Et après, les talibans, ils n'acceptent pas les propositions, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent. Bon, on a eu des critiques de l'ONU, on a eu des critiques des pays occidentaux, mais on va dire, en quelque sorte, ils sont fous de ce que les Occidentaux disent. Donc, ils font ce qu'ils veulent eux-mêmes. Moi, je pense que l'Afghanistan, déjà, c'est le seul pays dans le monde où est gouverné par un groupe terroriste. On n'en trouve pas dans le monde d'autres pays qui est gouverné par des terroristes. On a des groupes extrémistes, terroristes un peu partout, hein, en Afrique, ou même en Asie, dans certains pays. Mais l'Afghanistan, c'est un des pays dans le monde qui est officiellement, on va dire, gouverné par un groupe terroriste. Alors, ce groupe terroriste, c'est pas un seul groupe, c'est qu'ils ont encore hébergé, on va dire, d'autres groupes terroristes du monde entier. Tu vois, comme l'Al-Qaïda, comme les groupes Turkistan qui font la lutte contre la Chine, d'Ouzbékistan, du Tadjikistan, du Pakistan, un peu des Baloches, un peu en fait ils ont hébergé. C'est devenu comme un centre d'hébergement, on va dire. Le pays est devenu comme un centre d'hébergement qui héberge un peu des groupes extrémistes de partout, du monde entier maintenant.
et qui se trouve une place, on va dire, calme, on va dire un paradis. Il n'y a personne pour les suivre maintenant là-bas. Parce que moi, ce que je pense, c'est que je voudrais que les pays occidentaux, surtout les pays qui se disent ou qui se prennent pour la défense des droits de l'homme, etc., des droits des femmes, bah déjà il faut pas qu'ils connaissent les talibans comme un État officiel, on va dire, le gouvernement. Et deux, il faut qu'ils les sanctionnent, on va dire. Je pense qu'on va arriver finalement à les obliger de se changer. Et on les laisse comme ça, je pense qu'ils vont jamais se changer. Finalement, on voit bien à travers ce témoignage comme les parcours des immigrés sont complexes et divers. Ce sujet me tenait particulièrement à cœur dans la mesure où le traitement médiatique il tend à délaisser ces enjeux d'après moi. Et il me paraissait important donc d'évoquer la situation en Afghanistan et les difficultés rencontrées durant l'exil avant de rejoindre des territoires en paix. Du coup, je remercie encore une fois Bachir Farahman de m'avoir reçu pour cette interview et qui donne à mon sens de l'espoir quant à la réussite professionnelle des réfugiés. Et j'apporte tout mon soutien d'ailleurs aux peuples opprimés de tous les pays. Et je vous invite à soutenir les associations et les ONG qui continuent sans relâche d'offrir leur aide aux plus précaires. Et d'ailleurs, de toute façon, j'ai mis tous les liens dans la description. Et du coup, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions de manière bien sûr respectueuse. Et du coup, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Pierre, salut.